On commence ce Kin direct avec Samuel Konko, maître avocat, mais aussi analyste politique. Il est là avec moi. Bonsoir, bienvenue à vous, maître. Bonsoir Gaëtan, encore une fois de plus, merci d'avoir songé à moi pour échanger avec vous sur cette question de l'heure. Merci en tout cas de m'avoir honoré en répondant positivement à cette invitation. C'est le sujet de l'heure, en tout cas c'est sur toutes les langues, la levée des immunités de Joseph Kabila. Tout le monde est suspendu à la suite des événements. Mais commençons par les débuts. Lorsque vous avez vu, je suis sûr que vous avez suivi en direct ou vu les images juste après que le verdict a été prononcé, lorsque vous avez vu ces immunités être levées, vous qui souteniez que le Sénat ne devrait pas le faire, qu'est-ce que ça vous a fait sur le champ? Merci beaucoup Gaëtan. Je crois qu'en tant qu'analyste de la question politique et intéressé de la question politique, et en tant qu'avocat aussi, je vais essayer d'aborder cette question sur deux volets, sur le plan juridique et sur le plan politique. Sur le plan juridique, c'était d'abord au départ l'objet de plusieurs supputations et plusieurs réflexions, dans le sens où tout le monde nécessite de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'ancien président de la République devait répondre comme étant un sénateur à vie. C'est vrai que la qualité de sénateur à vie lui est reconnue de droit par notre Constitution, de par les fonctions qu'il a eu à remplir dans notre pays. Il convient de souligner par là qu'en étant sénateur à vie, il n'est pas un sénateur ordinaire comme tous les autres sénateurs. J'en veux pour exemple qu'il n'est pas soumis plus particulièrement à certaines conditions, à savoir la validation de mandat. Il ne représente pas une collectivité, une circonscription. Ces émoluments, il ne les reçoit pas au même titre que tous les sénateurs. Tout ceci, c'est juste pour arriver à démontrer que c'est juste une qualité qu'on lui a octroyée, qu'on lui a reconnue, en vue de travaux, en vue du rôle qu'il a joué comme étant un ancien président de la République de ce pays. Voilà pourquoi, pour régler ce problème, je crois que pour régler ce problème, il a été mis en place ce qu'on a appelé une loi portant statut des anciens présidents de la République. Élue, loi de 2018. Ouais. La loi de 2018. Ouais. Pourquoi est-ce que cette loi a été mise en place? C'était pour sécuriser la préfonction d'un président de la République. Non seulement pour sécuriser la préfonction du président de la République, mais aussi pour sécuriser notre jeune démocratie. Oui. Il vous conviendra avec moi que l'actuelle constitution que nous avons est l'œuvre d'un processus qui a débuté au niveau de Sun City. Ça fera bientôt plus de 20 ans ou 25 ans bientôt. C'est ce processus parachevé qui nous a donné cette constitution. Et dans ce processus, il était important de pouvoir expérimenter une chose que nous n'avions jamais expérimentée. C'était quoi? C'était l'alternance au sommet de l'État. Et pour atteindre cette alternance, il était important de pouvoir sécuriser les personnes que la loi là appelle les chefs des corps ainsi que le chef de l'État. Pourquoi? Parce que la plupart de ces gens éprouvent des craintes. Je reprends carrément ce que dit le préambule de cette loi-là. Oui. Le préambule On de peut cette trouver loi... cet esprit aussi dans le préambule ou le motif de la Constitution aussi. Exactement. Ouais. Parce que ça ne fait que compléter ce que la Constitution disait. Parce que là, dans le préambule de la Constitution, on a clairement dit qu'il était important de pouvoir mettre fin aux crises cycliques que connaissait la République démocratique du Congo. Des légitimités, voilà. tout ça. Alors, l'instabilité cette politique. même aspiration a été reprise par la loi portant statut des anciens présidents de la République élus, qui est dit le préambule de cette loi, parce que c'est même l'esprit de cette loi. Cette loi dit ceci dans son préambule, que depuis 1960, compte tenu de crises sécuritaires, des crises politiques et des rébellions, la République démocratique du Congo n'a jamais expérimenté l'alternance au sommet des pays. Cette aspiration n'a jamais été atteinte. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons les personnes qui exercent les pouvoirs qui ont difficile de s'en défaire. Pourquoi? Parce qu'ils émettent des craintes. Et alors, étant donné que la République démocratique du Congo s'est déjà axée et ancrée comme étant une société démocratique fondée sur 3 éléments fondamentaux. Quels sont ces 3 éléments fondamentaux? Premièrement, il est dit ceci. Il est dit que la République démocratique du Congo a prohibé toute forme de conquête de pouvoir par la force. Oui. Cela a été prohibé. Deuxièmement, il est dit aussi que tout président de la République n'aura droit qu'à un seul mandat.
Et troisièmement aussi, il est dit... Un mandat renouvelable une seule fois. Un seul mandat renouvelable une seule fois. Ouais. Ceux-ci sont repris parmi les fondamentaux. Ces fondamentaux, on n'y peut pas y déroger. Ouais. Et le pluralisme politique aussi, je suppose, vous ayez en parlé, notamment. Oui, on le considère comme l'un des fondamentaux de c'est l'un des fondamentaux de la démocratie, mais dans le cadre Ouais. de l'esprit de cette loi, il est repris carrément les 3 éléments que je venais de citer tantôt. Ouais. Et ceci, c'est pourquoi? Ceci, c'est pour permettre de garantir une alternance, afin que notre démocratie puisse respirer. Parce que si seulement nous ne savons pas garantir l'après-vie institutionnelle des chefs de l'État et des chefs de corps, ils auront tendance à s'éterniser au pouvoir. Ils auront tendance à se maintenir au pouvoir, ils auront tendance à s'éterniser au pouvoir, et ça sera un échec. Et ceci est un constat pur, amer, que nous avions constaté plus récemment. Pour revenir à ce qui s'est passé hier, le Sénat est la chambre haute de notre Parlement. C'est la chambre des sages. Sous autre dessus, on l'appelle la chambre des seigneurs. C'est une chambre qui est appelée à pondre des résolutions qui reflètent réellement la sagesse. Des résolutions qui soient au-dessus de toute forme de légèreté. Il est fort regrettable de constater que la lecture des textes en la matière soit motivée par des mobiles que j'appellerais personnellement politiques. Pourquoi? Même si l'on devait poursuivre l'ancien chef de l'État comme étant sénateur à vie, qu'est-ce qui justifie cette célérité, cette rapidité? Entre le temps qui s'écoule où l'auditeur général dépose le réquisitoire aux fins d'information et la période où il y a eu installation de la commission et la commission est revenue déposer les rapports. Ce temps-là qui s'est écoulé, il est très court. Qu'est-ce qui explique cette célérité, cette rapidité sur des questions importantes de la vie nationale? Justement, maître, permettez-moi de vous rejoindre dans votre réflexion en faisant un parallèle avec ce qui s'est passé en 2015. On avait un Sénat et un président du Sénat qui est allé à contre-courant de la tendance politique de l'époque. Alors qu'il y avait des manifestations, et ils ont décidé de pouvoir arrêter une manœuvre, en tout cas, qui allait justement mettre en péril que ce soit la quiétude et la paix en RDC. C'est pourquoi on n'a pas pu le réitérer, en tout cas, ou la réitérer, cette prouesse maintenant avec Je crois que ce Sénat. Vous parlez, bien entendu, de Kengo Wadondo. Effectivement. Je crois chapeau bas et beaucoup de respect à cette icône de la démocratie de notre pays. En son temps, on a su sentir une certaine indépendance. Oui. Le Sénat a pu, à des rendez-vous importants de notre pays, en son temps du temps de Kengo Wadondo, de prendre certaines positions, même en contradiction avec le régime en place. Pourquoi? En vue de sauvegarder la paix et la quiétude. La personne qui fait l'objet des poursuites aujourd'hui, c'est une personne qui jouit d'un statut particulier. C'est une personne qui a eu à servir notre pays. C'est vrai qu'on pourrait lui reprocher ce qu'on lui reproche. Mais entre la vie de notre nation, entre la démocratie de notre pays et l'instabilité que pourrait entraîner tout ce qui est engagé comme étant poursuite judiciaire, en tant que, sous la voie de la sagesse, qu'aurait pu faire plus particulièrement la Chambre haute? Nous avons l'impression que la Chambre haute a fait tête basse. Elle a engagé des poursuites des manières, avec une certaine célérité sur une personne jouissant d'un statut exceptionnel, et on se demande pourquoi. On a besoin de voir cette démocratie vivre. Lorsque les institutions existent, elles existent en vue de pouvoir réellement rencontrer plus les aspirations du peuple. Est-ce que les aspirations du peuple en ce moment, c'est de pouvoir engager des actions judiciaires qui peuvent fragiliser la cohésion nationale? Je crois que ce n'est pas ça l'objectif poursuivi. Je crois que le Sénat... Alors, maître, permettez-moi de vous poser cette question. En quoi est-ce que cet acte-là pourrait mettre à mal notre cohésion nationale avec les accusations justement présentées par l'auditeur général, son réquisitoire au Sénat notamment? Je vais aller sur 2 points. Ouais. Premièrement, je vais aller d'abord sur le point où en quoi est-ce que les poursuites peuvent constituer peut-être un danger par rapport à certaines choses. La personne poursuivie, ne nous leurrons pas, nous sommes dans une république où la plupart des acteurs politiques sont aussi des acteurs communautaires et des acteurs sociaux très importants au niveau de leur région. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, en tant qu'ancien chef de l'État, c'est quelqu'un qui incarne
une grande partie de l'opinion nationale de ce pays. Pas la totalité, mais aussi une partie considérable de l'opinion de ce pays. Rien que ces éléments peuvent créer une friction au niveau de la cohésion nationale. Un autre élément lié au réquisitoire aux fins de poursuite, ce réquisitoire nous a été lu. Mais qu'est-ce qui a été ressorti comme élément dans ce réquisitoire? C'est là que nous regrettons plus particulièrement de constater que même la chambre appelée la chambre des sages, la chambre des seigneurs, puis sur des questions aussi élémentaires comme ça, n'est pas mettre en place une étude, mettre en place ne serait-ce qu'un examen, ne serait-ce que minutieux et important. Rien n'est justifié cette célérité, cette rapidité avec laquelle on a initié cette action. Qu'est-ce qui pouvait justifier cela? Au regard des éléments qui sont mis en notre possession, plus particulièrement ces réquisitoires, nous n'avons pas vu des accusations qui puissent, ne serait-ce que, être sous-tendues par des éléments de droit probants devant une juridiction de droit. Alors, peut-être que dans l'esprit du parquet, les parquets peut-être se préservent de pouvoir présenter tous les éléments de preuve, nous en convenons. Mais les éléments de preuve qui ont été lus lors de la lecture du réquisitoire de l'auditeur général, ce ne sont pas des éléments sur le plan des droits qui peuvent prévaloir et avoir force probante devant une juridiction. Voilà pourquoi. Comme a dit Jean-Claude Caténé, en d'autres termes, peut-être que le parquet, comme je l'ai dit tantôt, parce que le parquet, dans son instruction, elle instruit de manière inquisitoriale, ça veut dire elle ne porte pas tous ces éléments sur la place publique. Son instruction est secrète. S'il y a des éléments que le parquet garde encore secrets, d'accord. Mais ça serait en contradiction avec l'esprit de la loi qui veut que lorsque l'on veut solliciter les autorisations des poursuites, le réquisitoire aux fins d'autorisation doit reprendre les éléments ou les griefs reprochés aux sénateurs ou aux parlementaires pour lesquels on sollicite la levée d'immunité ou bien l'autorisation des poursuites. Alors, faisant foi au réquisitoire qui a été lu récemment, nous ne voyons vraiment pas qu'est-ce qui aurait pu justifier cette célérité avec laquelle on est allé pour pouvoir autoriser le poursuite contre l'ancien chef de l'État. J'aimerais aussi souligner ceci, très cher Gaëtan, j'aimerais souligner un élément. Pourquoi est-ce que cette loi portant statut des anciens chefs de l'État a été mise en place? Comme je l'ai dit dans mon entame, c'était tout d'abord pour pouvoir permettre à notre jeune démocratie de pouvoir survivre. Non seulement ça, aujourd'hui, cette loi, la seule personne qui en est éligible aujourd'hui, c'est l'ancien chef de l'État. Mais d'ici 2 ans ou 3, cette loi aussi aura un prochain candidat, c'est l'actuel chef de l'État. Cette même loi lui sera aussi applicable. Est-ce que doit-on nécessairement recourir par des pratiques pareilles qui peuvent servir de jurisprudence plus tard et des jurisprudences dangereuses à l'égard peut-être d'un prochain chef de l'État? Moi, je crois qu'il aurait été sage pour la chambre de nos sages de pouvoir jouer le tampon, de pouvoir jouer un esprit stabilisateur entre l'institution qui est le pouvoir judiciaire et aussi entre la vie nationale de notre pays, dont nous tenons surtout sur la stabilité de notre jeune démocratie. Justement, ça aurait été de bon aloi que le Sénat désarme cette crise qui n'a pas encore dit tout son mot. Ça aurait été très sage. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux que l'ancien président de la République a annoncé se prononcer dans quelques heures même. Exactement comme... Vous pouvez noter quelque chose? Bon, c'est ça, au fait, c'est le regret que j'ai émis plus particulièrement au début de notre entretien. C'est que nous constatons que le Sénat aurait pu réellement, comme j'ai dit tantôt, jouer peut-être le sapeur-pompier. Il n'est secret pour personne que tout ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence du divorce de l'alliance FCC-CACH. Ce n'est un secret pour personne. Le Sénat aurait dû voir cette situation sous l'aspect politique. Bien entendu. Et de manière plus particulièrement judiciairement parlant. Au lieu de traiter uniquement judiciairement. Parce qu'en réalité, c'est une affaire politique, n'est-ce pas? Essentiellement politique, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une conséquence du brisement de cette alliance-là. Cette alliance qui aurait pu faire vivre la démocratie de notre pays. Cette alliance qui a pu sauver notre pays d'un chaos. Cette alliance qui a pu emmener notre pays à l'indépendance de toutes les puissances occidentales qui ont toujours des yeux dévoreurs sur les richesses de notre pays. Mais fort malheureusement,
fort malheureusement, les acteurs principaux de cette alliance se sont entrés en opposition et les conséquences, nous allons continuer de les vivre ainsi tant qu'il n'est pas mis en place, ne serait-ce qu'une médiation pour essayer de remettre autour d'une table ces deux acteurs importants de la vie nationale de notre pays. Vous avez soulevé justement, vous avez redouté la montée du communautarisme, pour ne pas parler du tribalisme. Ce sont les conséquences qui pourraient surgir, c'est ça? On peut compter quelles autres conséquences? J'aimerais pas, nous sommes sur un plateau de télé, j'aimerais bien ne pas utiliser des termes qui pourraient être incendiés peut-être après, mais de manière sage et intelligente, je crois que les personnes qui nous dirigent le savent que le Congo est un pays, pour certains c'est un pays même à l'état végétatif. C'est un pays où les influences communautaires sont encore fortes. C'est un pays où la plupart des acteurs politiques reposent leurs forces sur leur communauté. Alors, il serait sage, il serait important de pouvoir éviter à la République toute forme de tension, que ce soit les tensions régionales, que ce soit les tensions au niveau national, que ce soit les tensions politiques. Le pays n'en a vraiment guère besoin pour ce moment. Ces pays a plus besoin de stabilité, ces pays a plus besoin de cohésion nationale. Nous sommes présentement dans une période marquée plus par plusieurs mécanismes régionaux de facilitation. Moi, je crois que nous devons plus accorder de chance à tous ces mécanismes régionaux de facilitation, que ça puisse permettre de remettre autour de cette table tous les acteurs importants de ces pays qui ont un mot à dire, que ce soit ceux-là qui sont aujourd'hui dans la rébellion, que ce soit ceux-là qui sont aujourd'hui dans l'opposition, que ce soit l'opposition politique et l'opposition armée, que tous ces acteurs se retrouvent autour d'une table pour sauver ce bébé que nous avons tous chèrement, qui est la République démocratique du Congo. Moi, j'en appelle, oui. Alors, toute cette réflexion, c'était des réflexions d'avant. Oui. Aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore la peine? Non, c'est pas toujours tard. C'est pas toujours tard. Qu'est-ce que, justement, les Congolais veulent savoir? On peut désormais engager des poursuites contre Joseph Kabila. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, qu'est-ce qui va se passer sur le plan légal? Sur le plan légal notamment. Bon, sur le plan légal, là, qu'on a autorisé... Oui, vous parlez maintenant en tant que juriste. Oui, merci. Sur le plan légal, là, qu'on a autorisé les poursuites, l'auditeur général qui a engagé ces poursuites devra lancer certainement un mandat contre le concerné afin de pouvoir l'emmener auprès de lui pour une instruction. Et c'est à l'issue de cette sachant qu'il n'est pas au pays, notamment. Oui, sachant qu'il n'est pas au pays, certainement. Ce sera un bis repetita de ce qui s'est passé avec Corneille Nangaa. C'est le regret, au fait. Voilà pourquoi nous ne cessons de décrier cette inféodation du pouvoir judiciaire à la force politique du pays. Le pouvoir judiciaire doit continuer à pouvoir clamer son indépendance. Tant que le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, le pouvoir judiciaire va rester à la solde du politique et ça sera toujours des mesures qui seront toujours politiquement motivées au lieu que ce soit des mesures qui soient juridiquement motivées. Parce que dans la pratique, comme vous l'avez dit, il ne viendra pas, l'auditeur général, après son instruction, sera obligé peut-être de saisir une juridiction. Dans les cas sous examen, ce sera quelle juridiction? Dans les cas sous examen, il n'y a pas de privilège de juridiction pour lui. Il y a aussi un débat là. Il y a aussi un débat. Pourquoi? Parce que l'auditeur général, il fait office du parquet au niveau militaire. La haute cour militaire, oui. Voilà, en instruisant sur peut-être les infractions militaires qui ont été mises à charge de l'ancien président de la République, la juridiction qu'il pourra probablement saisir, ça sera carrément la haute cour militaire, tout simplement. Mais alors que les juridictions militaires ne sont compétentes, regarde notre constitution, qui est de juger les membres de l'armée et de la police, des forces armées et de la police. Il y a encore un débat de droit qui va encore s'ouvrir là-bas. Vous a montré que très souvent, lorsque vous êtes en complicité avec la rébellion, c'est la haute cour qui vous juge, ce sont les militaires qui vous jugent. Oui, la haute cour vous juge lorsque vous êtes en milieu où le terme plus technique, c'est en milieu où il y a un état d'urgence. Un état d'urgence où vous êtes en état de guerre. Là, les juridictions militaires sont compétentes de juger même les civils, mais pas ici à Kinshasa. Il se pose encore un problème de juridiction. Il se pose encore une question de compétence juridictionnelle. Quelle est la juridiction qui sera compétente? Parce qu'aujourd'hui, l'ancien chef de l'État devenu président de la République est devenu civil. Et les juridictions militaires n'ont compétence que de juger les personnes ou les membres des forces armées et de la police, sauf sur quelques exceptions. Son juge d'abord, c'est qui? Son juge en tant que... Civil, oui. Son juge en tant que
ancien président de la République. élu ou Oui. en tant que sénateur? Parce qu'il y a Allez-y. deux éléments. Allez-y, Il y a vous une embarquez nuance dans qu'il beaucoup faut de faire. choses, vous les juristes. Pourquoi Quand on est-ce ancien que- président et ancien président simplement, sénateur à vie, c'est tout le flou qu'on ne comprend pas. Là. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il a été évité de le poursuivre en tant que sénateur et en tant qu'ancien président élu? Oui. Si on le poursuit sous cette casquette, la loi qui le régit a mis en place trois types de régimes pour les infractions qu'un ancien chef de l'État, pour lesquels il pourrait être suivi. Le premier régime, là je parle de l'article 7 et l'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. À l'article 7, le premier régime, c'est d'abord lequel? C'est le régime où il peut être poursuivi pour les faits qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions. Pour les faits commis dans l'exercice de ses fonctions, la loi dit qu'il a une immunité totale. Deuxième régime, pour les infractions qu'il aurait commises en dehors de l'exercice de ses fonctions. Pour ça, la loi dit qu'il faudra réunir les congrès et obtenir une autorisation à 2/3 des membres du congrès. Le troisième régime, qui est le régime même le plus compliqué, c'est l'alinéa 2 de l'article 8 qui dit ceci, qui dit qu'aucun fait nouveau ne peut être mis à charge d'un ancien président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire en des termes simples? Je ne voudrais pas que vous employiez des termes qui vont compliquer les gens. Oui. En des termes simples, qu'est-ce que ça veut dire qu'aucun fait nouveau ne doit être ajouté à charge de l'ancien président de la République? Je vais essayer d'aller dans des termes simples. Ouais. En termes juridiques, je dirais que cet alinéa consacre la non-imputabilité des faits nouveaux sur un ancien président de la République élu. Je vais descendre encore pour être plus compréhensible. Ça veut dire on ne peut pas poursuivre un ancien président de la République pour des faits infractionnels. Pourquoi est-ce que le législateur l'a voulu ainsi? Je ne sais pas si vous me comprenez à ce niveau-là. Ça veut dire qu'un ancien président de la République, après son mandat, ne peut pas être poursuivi pour des faits infractionnels. C'est-à-dire concrètement? C'est-à-dire concrètement qu'il a été immunisé totalement. Il peut me tabasser. Et il est important ici. Jugé, bon, il est ça important. va pas poursuivi. Bon, on ne peut pas dire qu'il peut tabasser, c'est quand même un haut dignitaire de la République. Je voudrais que vous soyez concret pour que tout le monde comprenne. Oui, c'est pour dire. Ouais, j'aimerais bien expliquer l'importance et la portée de cette disposition. C'est vrai qu'elle consacre la non-imputabilité des faits nouveaux sur un ancien chef de l'État. Mais pourquoi le législateur l'a voulu ainsi? C'est parce que le législateur savait qu'il ne pouvait que planer sur un ancien chef de l'État des velléités de poursuite qui pouvaient être à des moments peut-être fantaisistes, tout comme réels. Mais il planait, politiquement aussi. Motivé politiquement, il y aurait toujours eu de risques qu'un ancien chef de l'État puisse être poursuivi. Voilà pourquoi le législateur, dans son intelligence, a anticipé ce que nous voyons aujourd'hui, tout en coulant en forme de loi et de dispositions la non-imputabilité des faits nouveaux sur un ancien chef de l'État. Alors, le sachant, la personne qui poursuit l'ancien chef de l'État le savait que si on poursuit l'ancien chef de l'État sous ces statuts-là, ils vont se heurter à ces dispositions et l'affaire va carrément ne pas aboutir. Voilà pourquoi, comme raccordement et comme détournement, ils ont pris l'initiative de pouvoir le poursuivre comme étant un sénateur à vie. Ils ont ouvert une brèche. Mais c'était possible de le poursuivre en ayant la levée des immunités à travers le Congrès aussi, non? C'était possible. La discussion est encore ouverte. Pourquoi? Parce que la loi, quand vous la lisez, la loi parle des faits commis par un ancien président de la République lorsqu'il est encore en fonction. C'est ce que dit cette loi-là. Ça veut dire, lorsqu'il est en fonction, un président de la République peut avoir commis des faits infractionnels pour lesquels il n'était pas poursuivi. Si aujourd'hui ces faits infractionnels refaisaient surface, il pourrait être poursuivi uniquement pour des faits qui auraient été commis du moment où il était en fonction. Si ces faits-là réagissaient aujourd'hui, il pourrait être poursuivi par rapport aux dispositions là, de l'article 7 et l'article 8 de cette loi-là. Mais pour les faits infractionnels commis après ces fonctions, la loi a consacré cette non-imputabilité dont je viens de parler tantôt. Pourquoi? Parce que le législateur, dans son intelligence, a voulu préserver notre démocratie, a voulu préserver nos anciens chefs de l'État, a voulu préserver toutes les personnes qui aujourd'hui sont chefs de l'État et qui demain seront éligibles à ces statuts-là d'ancien président de la République. Alors, dernier mot en tout cas de votre part, cette fois en tant qu'analyste politique, adressé à la fois aux Congolais et aux autorités qui voudraient bien vous entendre. Dernier mot, je répéterai tout simplement à l'intention de nos autorités.
que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. La République démocratique du Congo est ce que nous avons tous en commun. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, on pourrait peut-être justifier les poursuites qui sont engagées, mais il n'est pas encore tard. Sauvons notre démocratie, sauvons notre pays, afin que vive la République démocratique du Congo et afin que vive son peuple. Merci beaucoup, Maître Samuel Konko. En tout cas, si vous avez aimé son commentaire ou pas, en tout cas, dites-les nous dans les commentaires sur notre chaîne YouTube Anamboka Congo. Vous qui allez nous suivre justement en différé sur cette chaîne-là. On reste ensemble, on a un deuxième invité, il s'appelle Ange Luka, on va parler des Kuluna particulièrement.